Bonjour, je suis Dolores Larocque, je dirige le cabinet Materiality Reporting, qui est spécialisé dans l'accompagnement en stratégie reporting RSE. Donc, bienvenue à notre webinaire. C'est le premier d'un cycle qui se déroulera en 2016-2017. Nous allons traiter aujourd'hui du sujet le reporting à horizon 2020. Alors, tout d'abord, je remercie Madame Catherine Papillon, qui est directrice RSE de BNP Paribas Real Estate, qui représente l'activité immobilière du groupe BNP Paribas. Nous sommes donc accueillis par cette entreprise dans son siège, d'ici les Moulineaux, et des praticiens RSE de Real Estate sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui en présentiel. Par ailleurs, nous avons des participants à ce webinaire en ligne et je les remercie de leur présence. D'autres nous ont fait part de leur intérêt et indisponibilité pour ce jour, mais souhaitent s'intégrer dans les prochaines sessions. Concernant notre panel d'intervenants, nous accueillons Juliette Gossem du GRI, Manager Corporate and Stakeholder Relations, et Sébastien Mandron, directeur RSE et la transformation de Worldline. Alors, en qualité d'experts, ils partageront leur point de vue vers le nouveau reporting. Donc, rapidement, je vous présente le nouveau concept. Nous lançons donc cette formule accessible en ligne et en présentiel. Et l'objectif est de maîtriser efficacement la communication de votre performance RSE en contribuant directement au succès de la stratégie de votre entreprise. Donc, un webinaire par mois en direct ou en rediffusion. Le prochain traitera des enjeux et de la matérialité avec la présence d'experts également. Et nous couvrirons des sujets du plus grand intérêt pour vous tout au long de l'année. Premier module, le reporting à horizon 2020. Important de s'y préparer. Les récentes lois comme la nouvelle directive européenne du reporting non financier qui est en cours de transposition dans la loi française donc est une motivation donc à s'y préparer. La vérification du reporting obligatoire maintenant pour toutes les entreprises de plus de 500 collaborateurs dès 2017 en est une autre. Et enfin, la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui est applicable dès 2017. Donc le reporting devient le dispositif qui permet aux entreprises de valoriser efficacement leurs performances durables. Je vous propose de découvrir les tendances du reporting à 2020 afin de mettre en œuvre les évolutions attendues. Pour commencer, une mise en contexte, on constate un déploiement rapide des instruments de reporting dans le monde. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, il existe plus de 380 politiques et lois nationales ou régionales en faveur du reporting qui ont été recensées dans le monde et il est à souligner que 65% de ces dispositifs sont contraignants et réglementaires. 35% des politiques encouragent une approche volontaire néanmoins. Donc l'évolution est nette et la généralisation est en cours. D'ailleurs, à noter que le Maroc, qui va accueillir la COP22 cette année, est le premier pays nord-africain à avoir adopté une mesure d'approche volontaire en reporting extra-financier dans cette zone. Ensuite, le classement des bourses réalisé donc de manière annuelle par Capital Knights et Aviva, qui a été établi donc en 2016 sur les données 2015, confirme nettement le bienfait d'une politique nationale en matière de reporting extra-financier. Les 10 premières bourses classées représentent des pays dans lesquels il existe une obligation de publication à la fois prescriptive et applicable à tous les secteurs. À noter que 8 d'entre elles sont des bourses européennes. Donc le classement de 2015 montrait une détérioration du rang de la France qui était passée de la 4e à la 6e place. En 2016, la France rattrape son rang de 2014 et reprend la 2e place derrière Amsterdam. Avec un total de 130 entreprises composant l'Euronext Paris, la bourse de Paris atteint un score remarquable de 88%. Le score d'Amsterdam est de 89% pour 39 entreprises cotées. Et les places boursières ont été évaluées en fonction de 7 indicateurs clés: le taux de rotation du personnel, l'énergie, les émissions de GES, le taux d'accident et de gravité, les frais de personnel et les déchets. Ce sont tous des indicateurs
du GRI. Alors le reporting RSE est une réponse aux grands défis de notre planète et de notre époque. Le reporting RSE, donc, en effet, il émerge de nouveaux critères d'appréciation de la performance. L'impact des méga-tendances mondiales comme l'explosion démographique, l'insécurité alimentaire, le déclin des systèmes et le dérèglement climatique, pour n'en citer que quelques-uns, se traduit par le développement de nouveaux critères et indicateurs pour l'évaluation de la performance des entreprises. Cette évaluation est de plus en plus associée à la conduite responsable et aux résultats durables. Le rôle même de l'entreprise est remis en question et on s'interroge sur la valeur qu'elle crée pour elle-même et son écosystème composé de ses parties prenantes, mais au-delà de la société civile en général. Nous assistons donc à une évolution des attentes et changements du reporting. Les facteurs qui menacent la société, l'économie et l'environnement sont de plus en plus compris et commencent à dominer la politique et le monde des affaires et aussi animer davantage les activistes. La demande augmente pour disposer des informations sur la façon dont les activités de l'entreprise mettent en péril ou contribuent à des objectifs de durabilité de long terme. De nouveaux enjeux sont progressivement introduits dans les rapports des entreprises. Une mesure de performance sur ces sujets est également attendue. On constate par conséquent une modification de la structure des rapports des entreprises. Les évolutions décrites appellent une modification de l'organisation des informations et ont favorisé la création d'organisations spécialisées se concentrant sur les lignes directrices du reporting telles que GRI, IIRC et SASB. Le reporting devient une réponse appropriée aux problèmes complexes avec lesquels les entreprises doivent maintenant composer. Les attentes sociétales et les limites de nos ressources planétaires poussent à la fixation d'objectifs de gestion sociétale. Donc nous évoluons d'un reporting classique issu du domaine financier à un nouveau reporting qui s'affirmera à horizon 2020. Le reporting est beaucoup trop long aujourd'hui. La France a le record mondial du nombre de pages consacrées au reporting, soit 310 pages. Les parties prenantes qui s'intéressent de plus en plus au reporting attendent plus de concision. Il faudra donc réduire le volume des informations. La densité ne fait pas la qualité et la pertinence ou matérialité est un critère de choix des informations à publier. Les études de matérialité sont recommandées pour identifier les sujets qui comptent le plus pour les parties prenantes, à la fois internes et externes. Le style de communication doit également évoluer. Le style langue de bois, non transparent, voire trop commercial, n'est plus crédible et les partenaires attendent une forme de communication plus efficace qui les renseignera sur les impacts réels afin de comprendre si une gestion préventive des risques est en place. D'un reporting historique à court terme de type financier, nous devons évoluer vers un reporting prédictif avec une vision à moyen et long terme pour mieux comprendre le modèle économique de l'entreprise. Le reporting long, complexe et illisible sera rejeté au profit d'un reporting plus lisible et plus accessible en ligne. La forme unique du reporting évoluera vers un reporting plus modulaire et répondant aux spécificités des parties prenantes critiques des entreprises. Si le reporting avait jusqu'à présent pour cible les apporteurs de capitaux et priorisait les résultats financiers, de plus en plus les partenaires des entreprises attendent de mieux comprendre la valeur globale créée, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Donc le reporting rigide et contraint par des réglementations devra évoluer et devenir plus ouvert et responsive au monde technologique. L'open data se développe, le big data est un enjeu de demain. Du reporting financier, on évolue ainsi vers le reporting intégré qui présente la valeur créée pour l'ensemble des capitaux de l'entreprise et la capacité de l'entreprise à les augmenter et à les transformer au sein de sa chaîne de valeur. Je passe la parole maintenant à Juliette qui nous présente son point de vue d'experte sur le nouveau reporting. Bonjour à tous, merci à Dolores pour cette invitation, merci à BNP Paribas Real Estate de nous accueillir dans cette jolie salle.
Je m'appelle Juliette Gossen, je travaille au GRI depuis près de presque 4 ans et je travaille au GRI basé à Amsterdam. Aujourd'hui, Dolores, merci pour cette invitation. L'idée était de parler un peu du nouveau reporting et il nous a semblé pertinent d'inviter le GRI en tant que standard universel pour le reporting non financier et développement durable. Et donc, GRI, on travaille sur beaucoup de sujets, sur la digitalisation des informations. On a un programme qui s'appelle le Digital Reporting Alliance, sur le futur du reporting avec Reporting 2025, sur le reporting intégré avec un Corporate Leadership Group sur le reporting intégré. On va sûrement d'ailleurs collaborer avec l'IRC sur ce sujet-là. Mais aujourd'hui, ce qui nous a semblé pertinent pour cette présentation assez rapide, c'est se focaliser sur le futur des lignes directrices GRI qui sont actuellement les GRI G4 et qui vont bientôt devenir les normes GRI ou en anglais les GRI Standards. Et donc c'est sur ce point-là que j'aimerais focaliser cette présentation. Alors, c'est ici. Ok. Juste quelques mots à propos du GRI. Vous connaissez sûrement les lignes directrices GRI, mais il y a aussi une organisation derrière. Donc on est une organisation, je peux pas passer. Ouais. Donc nous sommes une organisation à but non lucratif basée à Amsterdam. Donc on a aussi des bureaux, à peu près 6 bureaux à travers le monde. Notre objectif, c'est de permettre à toute organisation, entreprise, qu'elle soit une multinationale, une PME, des gouvernements, des ONG, de mesurer leur impact sur l'environnement, la société ou l'économie. Et pour ce faire, on développe donc du coup ce standard international qui intègre un certain nombre de procès, d'indicateurs qui puissent permettre la production de données non financières comparables au niveau international. Qui couvre des questions du changement climatique aux droits de l'homme. Donc c'est vraiment l'intégralité des sujets de développement durable qui peuvent être couverts. Aujourd'hui, on a près de 6000 organisations qui utilisent les lignes directrices. Donc on est vraiment un standard universel le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. Donc ça, c'est issu de notre base de données qui est accessible gratuitement. Donc si ça vous intéresse d'en avoir un petit peu plus, je pense que Dolores en dira quelques mots après. On a plus de 35 000 rapports, donc ça c'est déjà plus à jour, sur notre base de données. Ce qu'on voit là, c'est que la majorité des États, enfin au niveau mondial, il y a de plus en plus d'entreprises qui produisent un rapport. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y en aura encore de plus en plus, notamment avec des régulations et des politiques au niveau national ou régional, comme la directive européenne, qui va impacter encore plus de 6000 entreprises qui ne sont pas aujourd'hui impactées, enfin qui ne produisent pas de rapport. Et encore, ça c'est un chiffre plutôt conservateur. On a aussi, en termes de Dolores a présenté quelques chiffres de Carrot and Stick, qui était une dernière des publications du GRI sur les politiques internationales. Et en gros, on a plus de 41 pays qui référencent GRI dans leur politique nationale ou régionale. Donc, ça évidemment pousse plus de personnes à utiliser GRI. Donc là, juste une évolution assez croissante, je vais passer assez vite. Et encore, je pense qu'en 2016, il y aura encore, justement, avec cette directive européenne, encore plus d'entreprises qui produisent un rapport. Et comme vous voyez, la majorité utilise les lignes directrices GRI. Ce qui nous concerne aujourd'hui, donc, c'est l'évolution du reporting et le nouveau reporting, comme tu l'appelles, Dolores. Et sur ce sujet-là, GRI, depuis la création des G1, donc le premier set d'indicateurs, on a toujours travaillé pour faire en sorte que les indicateurs, toutes les informations soient à jour et puissent permettre de suivre les tendances actuelles, des sujets émergents. Et c'est pour ça que nous avons des évolutions constantes. Aujourd'hui, ce qu'on pense voir encore plus arriver, ça revient un peu à ce que tu présentais Dolores un peu avant, ce qu'on va voir, c'est de plus en plus d'informations non financières qui vont être utilisées pour des communications vers des investisseurs, pour un reporting intégré, pour un site internet sur les droits de l'homme. Voilà, une utilisation de données financières. Nous, ce qu'on veut au GRI, c'est faire en sorte que chaque organisation a ces données financières qui sont non financières, qui sont issues d'un processus robuste de reporting. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on lance en 2007 donc les normes GRI. Et je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est. Et ça c'est quelque chose aussi que tu disais, la volonté aujourd'hui c'est d'avoir des rapports de plus en plus concis, de plus en plus stratégiques. Et dès 2013, GRI a mis l'accent et le focus sur le principe de pertinence ou matérialité, c'est plutôt un anglicisme,
et qui fait, du coup, on demande vraiment aux organisations de se focaliser sur les impacts les plus importants et s'il y a besoin pour le rapport et s'il y a besoin d'avoir d'autres communications. Et c'est bien ce principe de pertinence qui reflète à la fois les impacts les plus pertinents, les plus importants pour une organisation et aussi ce que veulent entendre leurs parties prenantes. Ça, c'était dès 2013, depuis toujours dans les lignes directrices GRI. Dès 2013, on a fait un gros focus là-dessus, qui est un peu la philosophie des G4. Et comme l'intégralité des concepts clés des G4 que vous trouverez dans les G4, c'est focus sur la pertinence va aussi être présent dans le lancement, enfin dans les normes GRI standards. Qu'est-ce que c'est la transition vers les standards? L'idée est pour le GRI d'éviter d'avoir un G5, un G6, un G7, un G8 et d'avoir vraiment un standard international qui peut être flexible et mis à jour de manière en temps réel. Ce standard a été développé et approuvé par le GSSB, donc le Global Sustainability Standard Board, qui est l'organe de gouvernance du coup, qui s'occupe des standards, qui œuvre dans l'intérêt public, et c'est le résultat vraiment d'un process multipartite. Ce n'est pas GRI Amsterdam qui développe le standard, c'est vraiment l'intégralité du réseau GRI qui couvre l'ensemble des parties prenantes. Il a été conçu et toujours dans la volonté d'améliorer la comparabilité des informations au niveau international, leur qualité et du coup à terme une plus grande transparence, notamment de la part des entreprises. Rapidement, pourquoi? Donc, je vous l'ai expliqué, éviter un G4, un G5, un G6. Aujourd'hui, on a une structure qui va être beaucoup plus souple, beaucoup plus évolutive et qui va permettre de développer des sujets en temps réel, d'avoir des groupes de travail qui vont travailler sur peut-être un sujet émergent et qui pourront être rattachés au standard. Juste pour la petite histoire, les G4 ont pris 2 ans et demi à être développés. Et le jour où ils ont été lancés, il y a un certain nombre d'indicateurs qui n'étaient plus forcément mis à jour. Donc ça, c'est vraiment l'idée derrière cette transition vers les standards. L'autre point très important, c'est qu'aujourd'hui, et je vais vous le présenter après, on aura une structure modulaire qui va aussi se focaliser sur un certain nombre de sujets. Donc on aura un standard GRI, par exemple, sur les émissions, ce qui va permettre notamment un plus grand référencement en termes de politique nationale, régionale, mondiale du GRI et encore une fois aller vers plus de gouvernance, plus de transparence de la part des organisations. Donc c'est vraiment ces deux raisons qui nous poussent aujourd'hui à transitionner du coup vers cette nouvelle version des directrices qui sera donc du coup des normes, un standard. D'autres nouveautés et améliorations que je voulais partager avec vous. Il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau de la clarté de certaines informations. Donc aujourd'hui, GRI a son jargon. Aujourd'hui, GRI a... Voilà, c'est pas toujours très clair. Et donc, il y a un gros travail qui a été fait, une distinction entre ce qui est de l'exigence, de recommandation ou de conseil. Et ça, c'est quelque chose qui va être très clairement distinctif au sein des standards. On espère du coup que ça va éviter certaines incompréhensions, notamment sur des sujets clés. Sur des concepts clés aussi, des clarifications. Donc, qu'est-ce qu'on entend par périmètre? Qu'est-ce qu'on entend par impact selon GRI? On a vu qu'avec les G4, il y avait un grand nombre de sujets qui étaient souvent incompris par les utilisateurs des G4. Donc ça, c'est tout un travail qui a été fait. Référence, si on utilise ou non des indicateurs GRI. Ça, c'est vraiment un gros travail qui, je pense personnellement, va permettre aussi à un plus grand nombre d'accéder aux lignes directrices GRI. On va simplifier aussi un certain nombre de vocabulaire qui était pas souvent très clair. Ce qui va changer, donc ce que je disais, c'est que l'intégralité des concepts clés des G4 vont faire partie du nouveau standard. La majorité des indicateurs, une grande majorité, seront similaires. Par contre, ce qui va vraiment changer, ça va être la structure. Vous allez avoir une structure modulaire avec 3 standards universels. Pour les rédacteurs qui utilisent les GR et G4, vous connaissez déjà ces standards universels. Il y en a un qui s'appelle Foundation, donc c'est vraiment qu'est-ce que c'est faire un rapport avec le GRI, avec les principes de reporting du GRI. Un deuxième standard universel sur les General Disclosures, donc c'est un peu toutes les informations contextuelles que vous publiez, le nom de votre organisation, dans quel contexte vous opérez, etc. Et ça, vous le faites déjà si vous utilisez les 4. Et Management Approach, donc c'est tout ce qu'on appelait le DMA, Disclosure and Management Approach, qu'on va maintenant appeler l'approche managériale sur chacun des sujets que vous avez jugés pertinents. Et après, pour chacun des sujets GRI, il y aura un
on appelle specific standard, topic specific standard, donc un standard sur un sujet spécifique qui sera un sujet du GRI. Donc, sur ce qui est du économique, environmental ou social, vous aurez par exemple un standard sur les émissions, un standard sur les impacts économiques, et vous en aurez 33. Toutes les informations que je partage aujourd'hui, à titre indicatif, j'aurais dû le dire dès le début de cette présentation, ceci n'est pas définitif. La phase dans laquelle on est, c'est les dernières validations de ce standard international, ce nouveau standard, et il devrait être lancé en octobre, le mois prochain. Donc c'est à prendre avec des pincettes, on en saura plus d'ici un mois, mais très probablement c'est ce qui va se passer. Je vais un peu vite parce qu'on a presque plus de temps, je vais juste les impacts pour vous si vous utilisez les GRI G4, il sera relativement mineur. À savoir que les GRI G4 pourront être utilisés jusqu'en 1er juillet 2018. Donc il y a toujours cette phase de transition. Encore une fois, information à être confirmée le mois prochain lors du lancement des standards. Si vous n'avez jamais utilisé GRI G4 et que vous voulez commencer avec les GRI standards, vous pourrez le faire soit en utilisant toute la structure de GRI, soit commencer par un sujet particulier, en utilisant un standard particulier du GRI sur un sujet bien précis, et petit à petit, après, aborder toute la structure du GRI et tout le reporting GRI, c'est aussi une possibilité. Pour finir, juste à venir, il va y avoir, donc on va lancer en octobre prochain le standard, niveau standard. Et va s'en suivre toute une session d'événements de lancement à travers le monde. On va en faire un en France, et donc nous sommes actuellement en recherche de partenaires pour l'événement de lancement qui aura lieu en février-mars 2017, j'imagine. La traduction des standards en français. Il y aura aussi d'autres opportunités, donc GRI va évidemment mettre en place toute une question qui vont permettre justement de mieux comprendre cette transition et quels sont les changements. On va avoir un programme qui va s'appeler GRI Standards Pioneer Programme, et ça c'est pour toutes les entreprises qui souhaitent dès à présent utiliser les standards, donc dès leur lancement pour leur prochain cycle de reporting, qui offrira un nombre assez important de séminaires en ligne, d'échanges et de partage avec d'autres entreprises qui ont souhaité faire la transition. Si vous souhaitez, et ça c'est quelque chose que je pourrais développer aussi, si vous souhaitez avoir un soutien sur le plus long terme, il y a un programme que je vous invite à regarder qui s'appelle le GRI Gold Community. Et ça, c'est le programme principal de GRI qui contient plus de 600 organisations aujourd'hui à travers le monde. Et d'ailleurs, Sébastien en fait partie et Dolores aussi. Donc n'hésitez pas à regarder ces informations-là. Et je m'arrête ici, pile poil à midi. Et je crois qu'on réserve les questions pour la fin. C'est ça ? Merci beaucoup Juliette pour cette présentation très efficace du nouveau standard. Donc moi je vais continuer et poursuivre avec le GRI, puisque comme Juliette vous l'indiquait, il y a cette base mondiale du reporting, donc, et il y a un réseau très actif de GRI Data Partners, donc il y en a dans tous les pays pratiquement. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a 52 data partners qui ont été nommés dans 48 pays qui font du reporting. Et donc, Materiality Reporting est l'unique GRI Data Partner pour la France. Et donc, ça nous donne effectivement une ouverture sur la fenêtre, on va dire, du reporting et des tendances que nous sommes contents aujourd'hui de partager avec vous. Tout d'abord, la situation du reporting France pour 2015. Donc, avec l'impulsion, enfin notre travail, nous avons enregistré donc près de 169 rapports qui sont maintenant publiés, de 141 entreprises cotées. Et on a 41 rapports qui sont GRI G4 et 42% des rapports sont des rapports GRI. Et 57% évidemment suivent le GRI en général à différents niveaux. Alors si on s'intéresse à la situation mondiale pour faire un petit peu de benchmark sur nos pratiques, on va voir qu'effectivement en 2015, donc Juliette vous disait 35 000 rapports depuis 1999 et rien qu'en 2015, 5 694 rapports. Donc là vous comprenez l'explosion du reporting. Principalement en région européenne, enfin en Europe, 36%, plus de 2000 rapports publiés en Europe, mais effectivement une montée impressionnante
de la région Asie, avec maintenant 1648 rapports. Alors, qui publie des rapports? Alors, vous verrez que sur la France, en France, c'est principalement des multinationales et principalement des entreprises cotées. Mais si on regarde effectivement ce qui se passe en Europe et dans le monde, c'est pas exactement, enfin en Europe et dans le monde, il y a des entreprises de toute taille et toutes sortes, tout types d'organisations aussi qui publient des rapports. Alors, les secteurs les plus engagés sont les services financiers, vous le voyez, 20% concernent ce secteur, 11% l'énergie, donc l'alimentation, l'agroalimentaire, qui représente 10%, le secteur de la chimie 7% et ensuite des secteurs. Et GRI a publié 10 suppléments sectoriels pour la G4 pour aider les entreprises justement à mettre en œuvre justement le reporting. Alors, quel est le type de rapport publié? Donc, il faut d'abord préciser que le rapport GRI répond donc à plusieurs critères. Tout d'abord, il se référence au GRI, donc qui évidemment suit les principes du GRI, et en même temps, il intègre un index donc qui peut être GRI G3.1, G3 pour l'instant, mais en tout cas de plus en plus un index GRI G4. En France, il n'y a que 57% des rapports qui sont qualifiés GRI. C'est en dessous de la tendance européenne, 70%, et mondiale, 74%. Alors, il existe effectivement une dynamique internationale en faveur du reporting GRI G4, et ce format s'est imposé. 42% des rapports GRI français appliquent GRI G4, mais c'est inférieur à la moyenne européenne, qui est de 57%, et la moyenne mondiale de 62%. Donc le taux de rapport GRI référencé est très important en France, parce qu'on constate aussi une incompréhension sur la création de l'index, qui est souvent en fait une table de correspondance, donc pas exactement l'index que le GRI attend. Il faut savoir que l'index GRI est aussi un cadre de référence très important pour les investisseurs, les observateurs experts, qui vont, grâce à l'index GRI, se repérer facilement dans le reporting et accéder aux informations qui les intéressent en priorité. Alors, 2607 rapports GRI G4 ont été publiés pour l'année 2015, 35% en Europe et 32% en Asie. Alors, quel est le top mondial des pays pionniers G4 en nombre de rapports? Eh bien, on constate que la France, bien que pionnière en reporting non financier pour le volume des informations, n'est pas en tête des pays appliquant la G4 et se classe 25e au rang mondial en nombre de rapports publiés. Et si on continue, je dirais, le benchmark en regardant les pratiques en matière de reporting intégré, on s'aperçoit aussi que la France occupe la 17e place dans le top 20 mondial. Donc les premiers pays sont évidemment ceux dont la réglementation est très forte en faveur du reporting intégré. Cependant, il est à noter qu'on ne passe pas directement au format intégré et que le GRI G4 est un tremplin adapté. Et beaucoup l'ont compris car on voit que 64% des rapports intégrés sont aussi des rapports G4. En Asie, pour certains pays, il y a même 100% des rapports intégrés qui sont des rapports G4 et la moyenne pour l'Asie est à 95%. En France, 50% des rapports intégrés sont des rapports G4. La transformation et de la RSE chez Worldline, qui est une filiale en fait du groupe Atos. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter la société. C'est une société dont vous ne connaissez pas le nom, mais pourtant à laquelle vous êtes connecté au moins une fois par semaine au data center. Je vais vous donner quelques petites illustrations. Quand vous sortez votre carte bleue et que vous allez dans des magasins, vous tapez votre code,
et on vous autorise en fait de retirer le produit. On s'assure que le code que vous tapez est le bon, on s'assure auprès de votre banque que vous avez l'argent sur votre compte, on donne l'accord du transfert de fonds et on donne l'accord au marchand pour que vous preniez le produit. Et le temps que je vous décrive toutes ces opérations, on a le temps aussi de s'assurer que ce n'était pas la 5e fois que votre carte était utilisée dans un magasin au cours des 30 dernières minutes, ou que votre carte était utilisée à travers le monde dans des sites où votre carte aurait pu être piratée. Premier exemple. Deuxième exemple, votre carte grise, ce qui semble être un papier somme toute particulier, pour la simple et bonne raison que quand vous roulez un peu trop vite sur l'autoroute, on peut vous flasher. On reconnaît donc votre plaque d'immatriculation et vous envoie donc un petit papier qui dit que ça serait bien de rouler moins vite la prochaine fois. Enfin, dernier exemple, votre téléphone portable que vos enfants adorent utiliser principalement le mercredi et le samedi pour une application particulière qui est l'application McDonald's, qui leur permet de commander tout ce qu'ils veulent et retirer directement en fait leur commande. Donc voilà, on est une société qui fait des solutions et qui héberge ces solutions et qui gère en fait surtout toutes les transactions pour les clients. Donc c'est les chiffres que vous voyez en fait sur ce slide. Donc on est une société en fait qui a été filiale du groupe Atos, qui a été introduite en bourse en 2014 et donc nous nous sommes distingués en fait au sein du groupe en adoptant également en fait une approche RSE spécifique. Le groupe Atos s'étant engagé en fait dans ce chemin au cours de l'année 2009. Donc au cours de notre trajectoire depuis l'introduction en bourse, on a identifié en fait 4 grosses tendances, des choses qui sont apparues au cours des derniers mois et des dernières années. Le premier, c'est l'accroissement des demandes des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on a commencé, je dirais un petit peu comme tout le monde, en faisant du reporting parce que c'était une contrainte légale. Et on s'est très vite aperçu qu'il y avait 2 demandes qui arrivaient, qui étaient d'abord les clients. Et on reçoit maintenant, je dirais, toutes les semaines en fait, des demandes des clients dans les RFP où ils nous demandent si on est certifié, si on a du reporting, comment on fait les choses, on nous demande de signer des chartes. Donc je dirais ça c'est quand même une grosse tendance, c'est-à-dire que le reporting doit prévoir et doit permettre de fournir en information les commerciaux sur toutes les bonnes pratiques de l'entreprise, ses engagements et ses résultats. Premier point. Deuxième point, les investisseurs. Comme on est entré dans une démarche GRI, qu'on publie un grand nombre de KPI au-delà de ce que la réglementation exige, on voit maintenant les investisseurs arriver avec des questions beaucoup plus contextuelles. C'est-à-dire que nous, on publie par exemple notre taux de satisfaction employé, et on a un investisseur la semaine dernière qui nous a dit vous avez un taux de satisfaction employé qui est de X, dont on ne juge pas qu'il est forcément très exceptionnel. Expliquez-nous, c'est quoi votre plan d'action ? Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le reporting, on n'est plus du tout dans expliquer que les choses sont bien, on est vraiment dans une interaction avec les parties prenantes et à démontrer ce qui est fait. Deuxième point, l'exigence croissante des certifications. Dolores et Juliette l'ont abordé. Il ne faut pas oublier que dans la partie reporting, on a de plus en plus maintenant des demandes par rapport à des preuves ou des justifications en fait, au-delà des chiffres. Et les outils de reporting et le reporting doivent en fait intégrer ces nouvelles demandes. L'intégration permanente de nouveaux sujets, Dolores a aussi abordé le sujet. Je donnerai, nous, de notre côté, 2 exemples, les problématiques de sécurité et data protection. On a une entreprise qui gère des données bancaires, on a une entreprise qui gère des données personnelles. On ne peut pas connaître un événement comme l'affaire Snowden où un sous-traitant chez nous viendrait en fait rendre des données publiques ou être attaqué comme vous l'avez pu le voir en fait sur Yahoo et de la même manière en fait voir des données personnelles se retrouver dans le domaine public. Donc ça veut dire que nous, notre reporting RSE intègre ces problématiques et ces domaines qui nous sont spécifiques et dont nous devons présenter régulièrement des points d'avancement. Enfin, la prise d'engagement chiffré à long terme, qui est une grosse tendance que l'on voit pareil depuis 12 à 18 mois. Nous, on a découvert ça l'année dernière avec Legrand qui a publié et Ecofeli en France qui ont publié en fait des engagements à 2020. Donc ils ont pris des choses concrètes en termes d'engagement. Et là, il y a Unilever et McDonald's au niveau international qui ont publié des choses aussi complètes. Donc on regardait avec Juliette tout à l'heure ce que disait McDonald's. McDonald's il disait voilà, nous il faut que d'ici 2020 on vende 100% de plus, donc multiplié par 2. De la salade, des fruits, voilà, des choses comme ça, un peu moins de gras, un peu moins de sucré,
qu'on fasse attention à tout ce qu'on fait comme déchets, particulièrement tout ce qui est papier, hein, pour faire 100% de recyclage de ce 2020. Donc on passe maintenant dans un mode où on ne se contente pas de dire qu'on fait de la RSE, maintenant on pose des engagements à 2020 et le reporting doit fournir tous les ans en fait un point d'avancement avec des KPI et des choses concrètes. Donc ici j'ai essayé de formaliser un petit peu les sujets qui vont concerner principalement le reporting autour de 4 sujets. Hein. L'accroissement des volumes de données avec la problématique de disponibilité, hein, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont pu se faire dans Excel, je dirais, ou de manière assez manuelle. C'est clair que là, la tendance va quand même aller vers du reporting intégré, techniquement parlant, avec les ERP, hein, toutes les données de ressources humaines. Il faut quand même mieux que ça vienne en automatique de SAP plutôt que d'aller faire la collecte internationale. La gestion des preuves, hein, donc là on est sur les outils que vous connaissez certainement, c'est les outils de SharePoint, Knowledge Management, hein, qui permettent de stocker soit des certifications, soit des preuves. Toute la problématique de l'accroissement de la normalisation, hein, donc je dirais nous, la partie transparence, hein, c'est un investissement qu'on a fait il y a 2 ans, hein, on s'est engagé dans GRI, alors les gens nous disaient mais vous partez sur compréhensif, c'est compliqué, oh là là, vous n'allez pas y arriver, etc. Alors, on a la chance d'avoir le groupe Atos derrière nous qui le faisait depuis un certain temps. La vérité, c'est que quand on a aujourd'hui des questions des investisseurs ou des clients, c'est une base qui est très stable, très structurée, et c'est un gain de temps significatif pour les équipes pour retrouver cette information et la mettre en valeur. La certification externe, hein, on a, je dirais comme tout le monde, on fait auditer nos KPI, mais ce qu'on voit aussi apparaître maintenant dans les fameux RFP des clients, c'est des demandes d'audit de leur part. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous font signer des chartes où ils nous disent sur vos parties RSE, on considère que vous devez nous donner l'autorisation de faire des audits chez vous. Premier point. Deuxième point, si ça ne va pas, on se met en situation de vous demander des plans d'action, et si ça ne va toujours pas, on changera de fournisseur. Donc on est quand même sur des choses de plus en plus intrusives et sur des choses qui vont nécessiter un outillage et une agilité des équipes pour pouvoir répondre facilement. Voilà sur la partie accroissement de la normalisation. Enfin, l'avant-dernier point, l'agilité d'un exercice à un autre. Hein, on a, comme je mentionnais, des sujets qui apparaissent. Hein, climate change, bon, il y a eu la COP21. Si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dans le domaine du pétrole au cours juste de cette année, hein, il y a Total qui a sorti sa politique climat. Il y a 2 autres pétroliers qui n'ont pas sorti la politique climat. Hein. Les investisseurs ont sanctionné avec des baisses significatives de l'action. Donc on doit intégrer au fur et à mesure des années les nouveaux sujets. Donc nous, on est en train de rentrer sur toutes les parties recycling, sur les parties des droits humains, qui sont des choses qu'on voit apparaître. Le périmètre, c'est plus classique. Hein, les entreprises ont vocation à faire des acquisitions et de la croissance. Les outils ont vocation à les suivre. Enfin, le dernier point, c'est la partie des engagements. Hein. On est dans une logique dynamique. Hein. On a bien expliqué le passé. On a des outils de reporting qui fonctionnent. Mais maintenant, on est dans la démonstration des engagements, des plans d'action, et montrer qu'année après année, les chiffres s'améliorent et l'entreprise progresse. Donc voilà un petit peu, je dirais, la synthèse. Donc si je vous présente un petit peu ce qu'on a fait sur Worldline, hein, vous trouvez fondamentalement les 3 niveaux de maturité. La partie gauche, ce par quoi les entreprises commencent, hein, alors, ce par quoi les entreprises commencent, ça semble être facile à dire. Par contre, quand on regarde les documents RSE, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne publient pas de matrice de matérialité, ou de gens qui font des choses sans les matrices de matérialité. Nous, on l'a posé comme point de départ. Ça semble aujourd'hui difficile de ne pas présenter de matrice de matérialité. Nous, on fait un exercice assez intéressant qui est quand on voit des entreprises qui se présentent sur le marché ou qui ont pu avoir des difficultés, on regarde les matrices de matérialité et c'est assez intéressant. Je vous invite à regarder les matrices de matérialité comme celle de Volkswagen, par exemple, c'est intéressant en ce moment. Voilà, donc ça c'était notre point de départ. On s'est assis derrière sur toute la partie standard de reporting, hein, donc avec le GRI, et on a eu la chance, du fait des investissements qui avaient été faits au niveau du groupe Atos, d'utiliser en fait les outils SAP qui sont pour nous en fait complètement intégrés et qui nous permettent de remonter automatiquement, je dirais, toutes les données financières et HR, puisque comme on est une société d'informatique, on a dans notre matrice de matérialité une grande partie des KPI, une grande partie des actions qui sont relatives en fait à la gestion des ressources humaines.
Donc ça, c'est, je dirais, le premier niveau. Hein. C'est vraiment ce qu'on a fait les 12 premiers mois et ça donne un bon niveau de maturité sur la partie reporting et la partie RSE. Le deuxième niveau qu'on a ajouté, c'est ce qu'on appelle le Trust 2020, qui vise en fait à dire quelles sont les ambitions de Worldline d'ici 2020 au regard de sa matrice de matérialité et des enjeux qu'elle se donne. Donc là, concrètement, on va avoir une liste d'ambitions, c'est une dizaine, hein, généralement c'est comme ça que ça se présente. Si vous regardez McDonald's, Unilever, vous allez où Schneider Electric ou Coffelli, c'est ce que vous avez trouvé. Donc on l'a construit, hein, c'est pas quelque chose, je dirais, que le directeur RSE construit tout seul, je dirais c'est des workshops avec les différents managers. Alors quand je dis manager, c'est les N-1, c'est pas quelque chose qui se fait, alors ça implique des N-2, mais je dirais c'est avant tout les N-1. Et derrière, ça permet de construire des objectifs individuels et des plans d'action. Et chacun se doit en fait de les exécuter, puisque le reporting est en place pour les suivre et s'en assurer et assurer en fait un progrès. Voilà. Donc c'est, je dirais, au-delà du reporting intégré, c'est la démarche intégrée ou l'approche intégrée qui part de la matrice de matérialité et qui fait qu'à la fin on obtient en fait des plans d'action et surtout en fait un management qui est engagé avec des objectifs individuels. En synthèse, j'ai mis quelques leviers de transformation, puisque ce qu'on commence aussi à voir, c'est que la RSE devient un peu un véhicule de transformation, puisque on y trouve, comme je l'ai mentionné, pas uniquement des choses relatives, je dirais, à la planète, mais des enjeux business. Donc le point de départ incontournable, et ce qui nous a permis, nous, de faire ces réalisations au cours des derniers mois dans un laps de temps assez serré, c'est un engagement fort. Alors j'ai pas mis du top management, j'ai mis du top manager, d'ailleurs il manque un petit A, mais c'est vraiment du top manager. C'est vraiment le point de départ. Le deuxième point, c'est que du coup, je suis capable de vous donner la liste en fait des KPI et des N-1 qui sont responsables en fait de ces KPI. Je dirais c'est quelque chose d'important. Chez Worldline, on a des objectifs en fait à 6 mois, et donc dans leurs objectifs à 6 mois, ils ont vocation à travailler sur ces KPI. Troisième point, une communication externe et interne alignée, puisqu'on se doit être totalement synchronisé. On fait pas, c'est pas quelque chose qui est tourné que vers l'externe ou que vers l'interne, c'est quelque chose qui vise à emmener toute l'entreprise. Et je dirais le point 4, qui est toute la fondation, la fondation du bâtiment, hein, puisque on est chez BNP Paribas, enfin, j'arrive à parler de bâtiment. C'est quand même un reporting robuste. Hein. On ne peut pas se permettre d'aller chercher les données pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, avoir des erreurs, avoir des auditeurs qui rejettent les KPI, qui rejettent les règles. Donc, je dirais, on a besoin d'un reporting qui est robuste, standardisé, outillé et certifié. Et c'est parce qu'on a cette brique fondamentale qui est capable d'évoluer dans le temps, en fait, qu'on est capable de progresser. Donc j'en avais fait le tour et en fait Dolores m'a rajouté quelques slides complémentaires. Un peu vite, mais c'est intéressant de les montrer, je pense. Voilà, donc j'ai un peu de j'ai un petit peu de complément. Ah, je ne vais plus passer. Si, ça y est. Donc voilà, je dirais la matrice de matérialité de Worldline. Donc vous trouvez en haut à droite en fait 3 points importants qui sont en fait les éléments orange. Donc si vous remettez dans la dynamique de mon introduction, qui était de vous dire que Worldline traite, je dirais, vos données bancaires quand vous utilisez votre carte de paiement, on va oublier les radars parce que c'est moins populaire, mais on va prendre l'application McDonald's, je dirais, ce qui fait que l'entreprise va être durable dans le temps, c'est d'abord parce qu'elle va vous proposer des applications qui peuvent être innovantes sur smartphone, hein, c'est le cas de l'application McDonald's. Sachez que l'application McDonald's qui est utilisée aujourd'hui en France, elle a été construite en France et les Américains n'en avaient pas. En fait, les Américains, on a été en fait aux États-Unis pour leur présenter cette solution. Ils n'avaient pas du tout cette solution qui permettait de faire de la commande en dehors du magasin et de réceptionner après paiement en fait le repas des clients. Donc ça, c'est notre premier point. Le deuxième point, c'est tout ce qui est plateforme, puisque comme c'est nous qui gérons les transactions. Imaginez que vous ayez votre carte bancaire et que vous voulez sortir du parking et votre carte bancaire ne fonctionne pas. On se doit d'avoir des plateformes qui soient totalement disponibles et sécurisées.
Donc voilà, je dirais, pour les deux principaux points. On trouve juste après, je dirais, la partie éthique and compliance. On est des gens qui traitent soit des données bancaires, soit des données personnelles. Vous n'accepteriez pas que vos données personnelles soient volées, vous n'accepteriez pas que votre compte bancaire soit piraté. Ensuite, vous trouvez une diagonale qui sont les points mauves, et vous voyez en fait que sur les points mauves, on touche en fait au cœur de l'entreprise qui sont en fait les hommes. Donc vous retrouvez toute la gestion de la diversité, vous trouvez toute la gestion des talents et les modes de travail au sein de l'entreprise. Enfin, les deux derniers points dont j'expliquais régulièrement, mais sans écho en interne en fait, l'importance de gérer des suppliers, des fournisseurs. On n'est pas, je dirais, une société comme Apple qui peut être exposée à faire travailler des enfants en Chine ou des grands retailers qui peuvent faire travailler dans le textile. Cependant, quand je mets le doigt sur l'effet Snowden, c'était quand même un sous-traitant en informatique qui avait accès à des serveurs et on utilise en fait des sous-traitants, je dirais, comme toute société informatique, et donc on se doit de s'assurer en fait que nos sous-traitants travaillent sur nos valeurs. Et enfin, il va rajouter des slides, je comprends. Et en fait, le dernier point, donc la partie efficiency, on est une société qui produit du CO2 entre guillemets, puisqu'on fait on utilise des data centers. Je vais passer sur celui-ci. Donc voici concrètement en fait ce qu'on a mis en objectif en fait à 2020. Donc d'abord une problématique de disponibilité des plateformes. C'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire votre carte bleue, c'est bien, mais c'est bien quand elle marche, surtout et quand elle marche tout le temps. Donc on a définitivement en fait un devoir de disponibilité totale de nos plateformes par rapport aux besoins de nos clients. Premier point. Deuxième point, la sécurité, incontournable, je dirais, dans nos métiers. Troisième point, la satisfaction client et d'avoir des offres en fait qui produisent le plus de durabilité possible. Quatrième point, on retrouve en fait l'engagement sur les employés qui est ici. Alors là, je dirais, c'est une vision un peu présentée de manière un peu lisible. D'accord ? Derrière, il y a des KPI, c'est-à-dire que si le point 4, ça s'appelle améliorer la satisfaction employée. En fait, c'est de 10 points. D'accord ? Donc on est à 53%, il faut que ça passe 63. D'accord ? Ensuite, pareil sur les trainings. Les trainings, ici, on dit qu'ils doivent être satisfaisants. L'objectif, c'est 90%. D'accord ? Le cinquième, là, c'est la promotion de l'égalité homme-femme. Donc là, le KPI, c'est typiquement aujourd'hui, chez Worldline, comme un grand nombre de sociétés informatiques, on a 30% de femmes qui sont employées, on a 20% de femmes qui sont managers. Donc l'objectif d'ici 2020, c'est d'avoir 30% de femmes qui soient managers. D'accord ? Autant qu'on en a en fait employés. On ne sait pas faire 50-50, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans l'informatique, vous n'êtes pas capable aujourd'hui de capturer 50% de femmes en fait en recrutement et donc de garder. Donc c'est des choses qui sont extrêmement précises. Ensuite, donc, la partie EcoVadis, on va être en fait à un niveau gold et on va neutraliser nos KPI. Donc concrètement, c'est ce que vous trouvez en fait sur la page suivante. Donc là, c'est peu lisible, et vous retrouvez en fait dans la partie commitment, la colonne de droite, en fait les différents KPI, et donc c'est ces différents KPI qui sont derrière liés en fait à chaque manager, et chaque manager en fait se doit de faire progresser ce KPI RSE d'ici 2020. Et enfin, vous trouverez, je dirais, un extract. Hein. Ce n'est pas tous nos KPI, mais je dirais c'est nos principaux KPI qu'on met en avant sur les différents domaines et qui se doivent en fait de progresser. Donc, vous voyez, typiquement, là, c'est ces KPI-là qui commencent à être pris en charge par les parties prenantes et où ils nous disent, ben voilà, sur le tel KPI, là, on comprend que vous êtes à tel niveau, donc on voudrait savoir maintenant que vous nous expliquez quel est votre plan d'action. Voilà. Et donc vous voyez qu'on n'est plus, je dirais, dans le reporting, là on est maintenant dans une logique de transformation et d'amélioration de la société sur ce qui fait sa matérialité. Voilà. Je vous repasse la parole de Merci. Merci Sébastien, merci Juliette. Donc maintenant, donc après ces présentations courtes mais très riches, avec beaucoup de contenu, vous avez peut-être des questions, hein, ça a éveillé peut-être je dirais de la curiosité sur certains points. Donc les intervenants sont à votre disposition pour répondre à des questions. Est-ce que dans la salle, nous avons éventuellement des questions ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voudriez revenir ?
Moi, j'aurais une question à Juliette pour commencer. Est-ce que le standard SRS, hein, qui est effectivement le standard d'avenir pour le G4, sera-t-il un standard certifiable, on va dire, auditable, et comment est-ce que le GRI va-t-il le déployer, notamment dans le monde? Merci pour cette question, Dolores. Donc déjà, standard SRS, ça a changé. Donc on dit plus standard SRS. Donc là maintenant c'est GRI Standards et on a simplifié parce que SRS, ça ne signifie pas grand-chose à personne. Donc du coup on a changé ça via un certain nombre de feedback. Pour le moment elle n'est pas certifiable. Ça c'est quelque chose qui peut peut-être changer dans le futur, mais ce n'est pas la volonté. Encore une fois, c'est les mêmes concepts clés. Donc on aura toujours les deux niveaux de conformité avec GRI, donc Core Comprehensive. On recommande toujours, comme on le faisait auparavant, d'avoir une assurance externe pour assurer les informations qui sont présentes dans le rapport. Donc pour l'instant, ça ne change pas. Comment nous allons promouvoir en gros le standard? C'était la deuxième partie de la question. Oui, voilà. C'est ce que je disais à la fin de ma présentation. L'idée, c'est vraiment d'avoir... je pense qu'on va avoir au moins une trentaine, cinquantaine d'événements à travers le monde pour justement présenter le standard, pourquoi ce standard, et d'avoir aussi dans la salle non pas que des entreprises qui produisent un rapport et qui connaissent GRI, mais aussi des investisseurs, des représentants du gouvernement, des ONG, et de vraiment toucher un plus grand nombre. L'objectif aussi des standards, et je ne l'ai pas dit, c'était aussi d'ouvrir un nouveau cercle, on va dire, de rédacteurs qui sont les PME, qui aujourd'hui produisent pas forcément un rapport GRI, parce que GRI c'est tout de suite trop gros, trop compliqué. Et l'idée d'avoir cette structure modulaire, on espère que ça va attirer sur des sujets particuliers un certain nombre d'organisations qui pourront utiliser des indicateurs qui pourront être comparables au niveau international. Donc on a aussi tout un plan de notre organisation qui travaille notamment avec de nombreux gouvernements, avec des fonds venant de gouvernements pour justement aider, faire du, comme on appelle en anglais, capacity building pour des pays tels que le Vietnam, les Philippines et d'autres pays des économies émergentes. Donc on espère que le GRI standard, les normes, seront d'autant plus utilisées. Très bien. Voilà. Merci. Merci Juliette. Je vais me tourner vers Sébastien pour vous poser une question concernant effectivement Trust 2020. Comment faites-vous pour justement travailler sur l'appropriation, je dirais, de votre vision, ambition en interne? Donc on a bien compris qu'il y avait des objectifs, mais je dirais, comment est-ce que vous animez finalement vos réseaux sur ces sujets? Alors, l'avantage, c'est que chez Warline, on a mis au-delà, je dirais, au-delà des actions, du reporting, il y a une gouvernance. C'est-à-dire que moi-même, je rapporte en fait au PDG, donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'assiste au comité de direction. Troisième point, tous les trimestres, on parle RSE. Et donc, ce qui fait que, je dirais, en permanence, il y a une traction sur le sujet. On est en permanence en situation d'amener des nouveaux sujets, donner de la visibilité. Et derrière, je dirais, on a poussé le curseur au plus loin, c'est-à-dire que même, je dirais, la libération des plans de stock option en fait, chez Worldline est liée en fait à des critères RSE. Donc chaque année, les critères RSE sont des éléments permettant de qualifier la libération de stock option. Alors c'est quelque chose d'intéressant parce que j'ai vu le DRH qui est venu nous voir au mois de mai, il m'a dit: Sébastien, est-ce que tu es sûr que nous allons avoir les critères RSE ou pas? Parce que sinon tu vas avoir 250 managers qui vont venir te voir. Donc voilà, ça crée un niveau d'attention. Alors c'est pas ça qui fait votre jour le jour, hein. Mais bon voilà, il y a des marqueurs. S'ils sont là, c'est plus facile. S'ils sont pas là, je dirais la vie du directeur RSE est quand même un petit peu plus compliquée. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Est-ce que vous auriez des compléments d'informations à donner? Il y en a beaucoup, donc je préfère... Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur nouveau reporting. Je pense qu'on reviendra sur le sujet progressivement au cours de ce cycle. Moi, ce que je voudrais vous indiquer, c'est qu'on sera présent à la COP22 à Marrakech. On a un événement le 7 novembre à 13h30
jusqu'à 15 heures dans la zone verte qui traitera du reporting. Donc c'est un side event de la COP22. Donc nous enverrons des invitations. Il y aura des représentants internationaux. Nous avons convié de GRI. Il y aura aussi des représentants, je dirais, aussi marocains qui représentent effectivement, je dirais, le CESE et d'autres entreprises internationales qui sont invitées aussi à s'exprimer sur le sujet si elles le veulent. Donc voilà, je pense que nous allons terminer ici. Un lien vers une rediffusion vous sera communiqué plus tard et nous restons donc en contact avec vous pour les prochains webinaires. Merci beaucoup de votre attention et bon après-midi. Au revoir.